Bazoom, 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 bazoom. Bazoom, 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 bazoom. Bonjour, dans tout le courrier que vous nous avez envoyé depuis plusieurs semaines, courrier à propos de la guerre et de la violence, vous avez été très nombreux à évoquer le problème des réfugiés et des sinistrés et vous nous demandiez ce qu'on faisait justement pour venir en aide à ces réfugiés et à ces sinistrés. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un Bazoom spécial puisque j'ai à côté de moi Ronnie Broman qui est médecin à Médecins sans frontières, l'une des organisations les plus importantes, la plus importante même pour ce qui est de l'aide aux réfugiés et aux sinistrés. Ronnie, vous allez bien sûr tout nous expliquer. D'ores et déjà, je vous dis les 3 questions que j'aimerais bien que nous évoquions et auxquelles vous répondrez, s'il vous plaît. D'abord, expliquer exactement ce qu'est Médecins sans frontières. Ensuite, que vous nous expliquiez comment vous avez décidé vous-même de travailler pour Médecins sans frontières et ce que vous y faites exactement. Et enfin, 3e question, quels sont les problèmes récents les plus graves auxquels vous tous, à Médecins sans frontières, êtes confrontés tous les jours ou presque? Alors on commence par la première question. Qu'est-ce que Médecins sans frontières? Bien, brièvement, Médecins sans frontières, c'est une association de médecins et d'infirmières qui, sans aucune opinion politique, religieuse ou philosophique, quelle qu'elle soit, se propose d'aller porter secours aux populations victimes d'un désastre, qui soit d'ordre naturel ou humain, c'est-à-dire de populations victimes de guerre ou de catastrophes quelconques, un ouragan, un raz-de-marée, un tremblement de terre, comme on l'a fait dans les dernières années. Quand est-ce que ça a été créé, Médecins sans frontières? Ça a été créé en 71, mais en fait l'idée est plus ancienne, et ça a été créé par un groupe de médecins qui revenait du Biafra et qui a rejoint un autre groupe de médecins qui revenait du Pakistan oriental, qu'on appelle maintenant le Bangladesh. Les uns sont intervenus au cours de la guerre du Biafra, dont on se souvient, les autres pour les inondations, donc les 2 cataclysmes que j'évoquais tout à l'heure. Ils se sont regroupés et de là est née l'idée de ces groupes de médecins qui partiraient au pied levé porter secours aux populations victimes d'une catastrophe quelconque. Eh bien, c'est une organisation purement française ou comme le nom l'indique, il y a aussi des médecins de toutes les nationalités? C'est essentiellement français, mais nous sommes en train actuellement de l'étendre au niveau international, notamment européen. Je vous propose de voir maintenant quelques diapositives que vous allez pouvoir nous commenter et qui vont nous montrer en image justement l'action de ces Médecins sans frontières. Et là, il s'agit d'un camp de réfugiés érythréens à la frontière de l'Érythrée au Soudan, l'Érythrée qui est en train de faire sécession de l'Éthiopie. Une guerre se déroule là-bas depuis des années et comme toute guerre, il y a des réfugiés et nous intervenons aussi bien dans le cadre de la guerre que des camps de réfugiés. Voilà donc un camp moyen. Parfait. Une autre diapositive maintenant tout de suite. Le même camp, là on voit bien les habitations, ce qui sert d'habitation à ces gens qui sont démunis de tout. Toujours des réfugiés érythréens. Et puis on va voir également comment se passent les soins, voilà. Et voilà, une médecine un peu qui n'est pas du tout sophistiquée, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire en Europe, dans les pays développés. On est démunis d'un peu de... C'est les soins vraiment de premier secours. C'est vraiment les premiers secours, mais aussi l'organisation de la santé publique. Là on est au Zaïre, je crois. Là on voit... C'est le problème de la famine. Voilà, on intervient également dans les problèmes de famine. Là il s'agit d'une cuisine aménagée pour les centres de nutrition, toujours dans un problème de famine. Et voilà l'image d'un enfant malnutri que l'on peut rattraper lorsqu'on est présent et lorsque des soins appropriés sont apportés. Et puis enfin, quelques diapositives qui ont été prises à Djibouti, je crois. C'est ça, là le même problème, des réfugiés érythréens qui ont fui jusqu'à Djibouti, et nous sommes intervenus à Djibouti pour leur porter secours également. Vous mettez combien de temps à intervenir? La décision se prend très vite et vous partez tout de suite? On part tout de suite, on va évaluer les besoins, et si la situation requiert une intervention d'urgence sur place, on commence à travailler, et d'autres équipes viennent en renfort. Si la situation est moins urgente, on revient, on expose le problème, et d'autres équipes viennent dans un deuxième temps. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant, deuxième question, rapidement, parce que vous savez que le temps nous presse énormément, c'est ça le direct à la télé, nous dire comment vous avez décidé vous-même de faire partie de Médecins sans frontières, plutôt que d'exercer confortablement votre profession de médecin? En ce qui me concerne, c'est relativement ancien, puisque j'avais axé mes études déjà en fonction du travail à l'étranger, notamment du travail dans le tiers-monde, et que donc je m'y étais plus ou moins préparé, plutôt plus que moi. Ensuite, dès que j'ai terminé mes études, je suis parti à l'étranger dans différents cadres, et c'est le cadre qui m'a le mieux convenu, parce qu'il répondait le mieux aux exigences que je m'étais fixées, qui étaient l'indépendance politique, l'indépendance confessionnelle, l'urgence et l'efficacité rapide. C'était Médecins sans frontières, c'est la raison pour laquelle je suis rentré. Je vous pose une question très directe. Comment vous êtes payé? Je ne vous demande pas combien, mais qui vous paye? Qui paye les médecins de Médecins sans frontières?
Les médecins de Médecins sans frontières sont bénévoles. Il faut bien vivre quand même. Ils Votre partent, pull, vous l'avez payé, j'imagine. Ils partent à court terme, c'est-à-dire pour des missions de 3 à 6 mois. Lorsqu'ils partent 3 mois, ils ne sont pas payés du tout. Lorsqu'ils partent à 6 mois, ils sont relativement rémunérés. Ils reçoivent une indemnité qui leur permet de vivre. Il ne faut pas oublier que les gens de Médecins sans frontières travaillent lorsqu'ils sont en France. Ils travaillent comme médecins et comme infirmières et donc gagnent de l'argent. Et maintenant, on va voir tout de suite des diapositives qui vont vous permettre, en même temps que nous les regarderons, de répondre à la troisième question, qui est quels sont les problèmes les plus graves, les problèmes récents auxquels Médecins sans frontières est confronté. Alors là, c'est les réfugiés de Thaïlande. Oui, là, ce sont des Vietnamiens qui fuient le Vietnam et viennent se réfugier en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Et il y a de plus en plus de problèmes de réfugiés comme ça, non? C'est ça, un des problèmes majeurs de notre époque, je crois, c'est la multiplication des foyers de guerre. Et leur conséquence immédiate, c'est la fuite d'un grand nombre de personnes qui fuient la guerre, qui fuient la répression. Ça, c'est une salle d'hôpital, hein, je crois. Ça, c'est une salle d'hôpital en Thaïlande, oui. Un hôpital improvisé, c'est cela, que nous avons construit en Thaïlande. Le problème est donc la multiplication de ces réfugiés, de ces foyers de guerre, qui rend très très difficile l'intervention simultanée partout. Le deuxième problème étant le blocage des différents pays. On a de plus en plus de mal à rentrer dans un certain nombre de pays, aussi différents que le Cambodge, le Timor, le Pakistan, etc. Bien, on pourrait parler beaucoup plus longuement, bien sûr, de Médecins sans frontières, mais ainsi, je vous le disais, le temps nous presse. Cela étant, je vous signale que si vous voulez avoir davantage de renseignements sur Médecins sans frontières, eh bien, je pense que vous allez lire l'adresse, voilà, 161 boulevard Lefebvre, 75015 Paris. Et il faut le rappeler que c'est une organisation non politique, c'est seulement une organisation de refus de la fatalité et de l'indifférence. Vous continuez pour Bazoum de nous écrire, puisque dès la semaine prochaine, nous retrouverons votre courrier. On a décidé d'abandonner le problème de la guerre et de la violence que nous avons évoqué pendant plusieurs semaines. Tous les autres sujets sont les bienvenus. Écrivez-nous, c'est votre courrier qui fait Bazoum. À la semaine prochaine. Bazoum, 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 bazoum. Bazoum, 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 bazoum. Merci François. Maintenant, je vous propose de l'humour avec un sketch d'Alain Sachs. C'est à moi. Bonjour. Alors, voilà, c'est bien à moi, hein. Alors, bon, d'abord, bonjour, hein. Je vous l'ai déjà dit, ça? Ah bon, il paraît que je vous l'ai déjà dit. Alors, pas bonjour. Soyons brefs, parce qu'on a vraiment très très peu de temps. Comme il disait, monsieur, c'est le direct. Alors, j'ai exactement 4 minutes, mais pas une de plus ni une de moins, pour vous prouver qu'un sketch, ça pouvait être quelque chose de très rigolo. Voilà. Et aussi qu'un sketch, ça pouvait être quelque chose de très rigolo. Alors, si vous êtes de mon avis, c'est-à-dire que, par exemple, vous me trouvez très rigolo, là, en ce moment, hein, eh bien, vous pouvez très bien écrire aux visiteurs du mercredi pour dire que vous me trouvez très rigolo et que vous aimeriez en voir beaucoup des rigolos comme ça. Alors, je vous redonne l'adresse. Hein, on n'a pas le temps. Ah bon. Je vais vite passer à l'action, parce que j'ai réfléchi dans ma petite tête et je me suis dit que, comme on était à la télévision, eh bien, surtout, il fallait que je fasse des choses visuelles. Parce que la télé, c'est le royaume de l'image, c'est bien connu, hein, contrairement à la radio. À la radio, on dit des mots, mais à la télé, il faut bouger. Alors, pour être sûr que je m'arrête de parler, je suis un peu bavard, je vais vous faire un mime. Hein. Comme ça, au moins, on sera sûr que je m'arrêterai de parler. Parce que le propre du mime, c'est justement qu'il ne parle pas. Alors, s'il continue à parler, c'est pas un mime. Hein. Alors, c'est vraiment pas la peine d'en parler. C'est que le type, c'est un baratineur. Hein. Et moi, je ne suis pas un baratineur, alors je vais vous faire un mime. Alors, voilà. Juste, je vous dis, c'est un mime. Hein. Ça raconte l'histoire d'un mime. Il est mime, hein, et il est en train de faire un mime. Voilà. Ah oui, et puis aussi, il a un trou de mémoire. Hein. Il se souvient plus de son geste. Et alors, comme par un fait exprès, le souffleur, il est justement parti 3 minutes, pas très longtemps. Il est allé juste téléphoner à son garagiste. Oui, parce qu'il avait eu un accident de voiture pendant les dernières vacances. Ça remonte déjà au mois d'août, rien de grave, rassurez-vous. Mais il avait l'aile complètement froissée. Ça fait déjà plus de 3 mois que sa voiture est immobilisée chez le garagiste. Et qu'il doit appeler son garagiste juste au moment où le mime est en train de faire son mime pour savoir si la voiture est prête mardi ou mercredi. Alors, c'est assez important parce qu'il a sa grand-mère qui est toujours coincée en vacances chez des amis en Bretagne. Alors, au début, elle était bien parce que la Bretagne, c'est très agréable. L'arrière-saison, enfin, il y a eu une vague de froid là récemment et elle demande à revenir. Alors, il faut que je fasse plus court. Ah bon, alors le mime. Alors, vraiment, une dernière chose, hein, n'oubliez pas que c'est un mime qui a un trou de mémoire. Et alors, je vais vous dire quand même un peu aussi de quoi il s'agit, parce que je ne suis pas très bon mime. Hein. Et alors, c'est un mime, il est en train de mimer un haltérophile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un monsieur qui soulève des poids et des haltères. Hein. Voilà, alors, action, je me tais.
il a un trou de mémoire. C'est rigolo, hein? J'ai encore du temps? Oh, j'ai encore 1 minute. Ah. Alors, 1 minute, je vais vous poser une devinette. Voilà. Est-ce que vous savez, attention, hein, quelle est la différence qu'il y a entre une pomme et une autre pomme qui est exactement pareille que la première? Une pomme et une autre pomme qui est exactement pareille que la première. Quelle est la différence? Oh, je me souviens plus. Oh, j'ai un trou. Non, si vous voulez la réponse, vous écrivez. On n'a plus le temps. Bon, tant pis. Salut. Bon, alors donc, Alain Sachs vient de vous le dire, on a très peu de temps. Alors, il est vraiment l'heure de retrouver Claude Pierrard et les infos spéciales 10-15. Actuellement, nous consommons plus de poissons que les pêcheurs français n'en capturent. C'est dire que de nombreuses études sont réalisées sur les côtes françaises afin de remédier à ce déficit. Il y a bien sûr l'aquaculture, l'élevage qui devrait permettre dans les prochaines années d'avoir des poissons et des conquillages d'une façon plus rationnelle. Mais en attendant, il faut faire face. Un exemple, il existe actuellement un ennemi dangereux pour ceux qui vivent de la pêche ou de l'ostréiculture. Il s'agit de l'étoile de mer dont la prolifération en rade de Brest, au large de Saint-Brieuc ou encore à Quiberon prend la forme d'un véritable fléau. Le phénomène n'est pas nouveau, mais cette fois son ampleur étonne. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est pratiquement impossible de se débarrasser de cette étoile de mer. Il est difficile de trouver un animal plus nuisible que l'étoile de mer. Non contente de s'attaquer aux coquilles Saint-Jacques, aux praires, aux moules, aux huîtres, elle est en plus si coriace qu'on ne lui connaît pas d'ennemi avide de la tuer. Sa chair, faite de calcaire et d'eau, est en effet détestable. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est que les étoiles de mer sont de plus en plus nombreuses d'année en année et que leur activité destructrice s'étend au détriment des pêcheurs, comme celui-ci qui, pour 50 kilos de coquilles Saint-Jacques, a ramassé 150 kilos d'étoiles de mer. Je suppose que c'est parce que rien ne les détruit, parce qu'il n'y a que le ramassage, quoi. Sinon, personne n'en veut de ces machins-là, il n'y a rien à bouffer dedans. Les poissons ne les mangeront pas, les crabes non plus. Voilà. Ça détruit tout, même les praires, tout avec. Alors on parle plus ou moins de faire comme en Suède, c'est-à-dire de ramasser les étoiles de mer pour s'en servir comme engrais. Est-ce que ça vous semble correct comme possibilité? Ça arrondira toujours un petit peu le budget. S'il y a quelque chose à... Si on peut en récupérer quelque chose, ça améliorera toujours et ça incitera peut-être... Encore que je crois que tout le monde est quand même à peu près conscient du problème et que tout le monde les ramasse, quoi. Je crois que c'est systématique. Dans tous les bateaux, on voit des paniers. Et je pense pas que personne ne les refoute à l'eau, même chez nous.